Je suis Adrien Walsh, 34 ans, auditeur indépendant vivant à New York. Ma vie a toujours tourné autour des chiffres, des rapports financiers arides et des soirées solitaires dans un petit appartement au cœur de la ville animée. Je n'aurais jamais pensé être au centre d'une tragédie jusqu'à ce fatidique soir de Noël dans la villa de mon grand-père, en banlieue du Connecticut. C'était un lieu souvent vanté par la classe supérieure comme un symbole de richesse, de discipline et de prestige. Mais pour moi, c'était simplement un endroit familier où j'ai grandi avec des souvenirs mêlés de luxe et de distance froide. J'ai conduit depuis New York en fin d'après-midi sous une neige légère, recouvrant les routes sinueuses à travers les forêts de pins. L'atmosphère de Noël était partout. La radio diffusait des chansons classiques comme Jingle Bell et Silent Night, mais mon humeur était loin d'être joyeuse. Je ne suis pas du genre à apprécier les fêtes, surtout les réunions de famille comme celle-ci. La famille Walsh, ou du moins ce que je pensais être ma famille, présentait toujours une façade parfaite. Mon grand-père, Léonard, était le fondateur de l'empire financier Walsh Group, une énorme société avec des succursales dans le monde entier. Mon père, Gregory, était le vice-président, toujours occupé par des réunions et des contrats de plusieurs millions de dollars. Et moi, j'ai choisi ma propre voie, restant loin de leur ombre, travaillant comme auditeur indépendant pour prouver que je pouvais m'en sortir seul sans compter sur le nom de famille. Quand je suis arrivé à la villa, il faisait déjà nuit noire. L'énorme maison à l'architecture gothique ancienne étincelait sous les lumières de Noël. Des guirlandes LED s'enroulaient autour des colonnes de pierre. Un sapin de Noël géant dans la cour avant brillait de centaines d'ornements en verre, et l'odeur de viande rôtie et de biscuits au pain d'épices s'échappait de la cuisine. Je me suis garé à côté des Mercedes et des Bentley des proches. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Juste une soirée normale comme les autres, me suis-je dit. En entrant dans le hall principal, j'ai été accueilli par des rires et des conversations animées. La grande salle à manger était magnifiquement décorée. Une longue table recouverte d'une nappe en soie blanche, des couverts en argent brillant à la lueur des bougies, et au centre, une dinde rôtie dorée entourée de légumes frais. Toute la famille était réunie, oncles, tantes, cousins, tous impeccablement vêtus, les hommes en smoking et les femmes en robe de soirée. J'ai serré la main de quelques personnes, recevant les salutations habituelles. Adrien, tu as toujours l'air élégant. Ou, comment vont les affaires, monsieur l'auditeur? J'ai souri en réponse, mais au fond de moi, je me sentais toujours déplacé. Je ne m'étais jamais vraiment intégré dans ce monde où tout se mesurait à l'argent et au statut. J'ai trouvé une place près du bout de la table à côté de ma cousine Sarah, une jeune femme vive qui adorait parler de sa vie à Paris. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps et du travail pendant qu'une douce musique de piano jouait depuis le coin de la pièce. Puis, soudain, l'atmosphère a changé. Les rires et les bavardages se sont progressivement éteints alors que grand-père Léonard était amené dans la pièce en fauteuil roulant. Il s'était beaucoup affaibli depuis la dernière fois que je l'avais vu il y a quelques mois. Son visage était émacié, ses cheveux blancs fins et clairsemés, et ses yeux, autrefois tranchants comme des couteaux, semblaient maintenant fatigués mais étrangement alertes. Le majordome l'a poussé en bout de table, où il s'asseyait toujours comme un roi. Il a levé la main dans un geste faible mais autoritaire. La pièce est devenue complètement silencieuse. Les couteaux et les fourchettes ont cessé de bouger. Tout le monde s'est redressé, attendant. Je lui ai jeté un coup d'œil et mon cœur s'est serré. Son regard s'est attardé sur moi très longtemps, assez longtemps pour me mettre mal à l'aise. Bien que la pièce soit remplie de la lumière chaude de la cheminée et des bougies, un frisson m'a parcouru l'échine. Quelque chose n'allait pas. Grand-père ne m'avait jamais regardé comme ça, ni avec fierté ni avec critique, mais avec un regret profond et obsédant, comme s'il était sur le point de dire quelque chose qui changerait tout. Sa voix était faible, mais claire, résonnant dans le silence. Mesdames et messieurs, Noël est un moment pour nous réunir, mais c'est aussi un moment pour dire la vérité. J'ai gardé ce secret trop longtemps, et maintenant il est temps de le révéler. Mon cœur battait la chamade. La vérité? Quel secret? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tout le monde était tendu aussi. Mon père, Gregory, assis à la droite de grand-père, souriait avec confiance comme d'habitude, mais j'ai remarqué que le sourire était légèrement forcé. Grand-père a pris une profonde inspiration, puis a dit, « Adrien, tu n'es pas le fils biologique de Gregory. » La pièce semblait mortellement silencieuse. Le temps semblait s'arrêter. J'ai senti le sang affluer à mes oreilles, un bourdonnement m'envahissant. Tous les yeux se sont tournés vers moi sous le choc, les visages remplis d'étonnement, des chuchotements et de l'incrédulité m'entourant. Qu'est-ce qui se passe?
A chuchoté quelqu'un. Est-ce que M. Léonard sait au moins ce qu'il dit? Comment est-ce possible? Je suis resté assis là, le cœur lourd comme du plomb, comme si tout mon passé venait d'être arraché de la fondation que j'avais toujours cru réelle. J'avais grandi avec Grégory comme père, même s'il n'avait jamais été proche. Les souvenirs ont afflué. Les nuits où il rentrait tard. Les réprimandes quand je ne répondais pas à ses attentes, et l'absence de ma mère, dont il disait qu'elle était morte quand j'avais moins d'1 an. Maintenant, tout s'effondrait. Grégory a éclaté d'un grand rire, le son résonnant triomphalement dans la pièce. Oh, enfin la vérité éclate. Je le sais depuis longtemps. Adrien, il n'est pas de mon sang. Et bien sûr, il ne mérite pas de toucher un seul centime de l'héritage de la famille Walsh. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Il s'est tourné vers moi, ses yeux brillants de sarcasme et de mépris. Tu n'étais qu'un accident, une présence réticente dans cette maison. Ne rêve plus. Je suis resté figé, humilié et engourdi. La chaleur m'est montée au visage. Je voulais dire quelque chose, mais ma gorge était gelée. L'homme que j'appelais père ne m'avait jamais vraiment vu comme son fils. Maintenant c'était clair. Tout n'avait été qu'une façade. Je n'étais pas son enfant biologique. La pièce avait à peine commencé à se calmer que les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre. Certains reniflaient. D'autres secouaient la tête d'incrédulité. Mais grand-père n'avait pas fini. Il a levé la main à nouveau, sa voix toujours calme. Je n'ai pas encore fini. Il y a une autre vérité que je souhaite révéler. Grégory, tu n'es pas non plus mon fils biologique. Grégory est l'enfant que ma femme et moi avons adopté dans un orphelinat il y a longtemps. Le sourire sur le visage de Grégory a disparu instantanément. Son visage est devenu pâle, remplacé par le choc et la fureur. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Es-tu devenu fou? Es-tu sénile pour divaguer comme ça devant toute la famille? Grégory s'est levé brusquement, le visage rouge, pointant grand-père du doigt. Quel genre de blague est-ce? J'ai consacré toute ma vie à cette famille. Essaies-tu de rejeter toutes mes contributions? Grand-père n'a pas argumenté ni expliqué longuement. Il a simplement fait signe au majordome. Un épais dossier a été apporté et placé sur la table. Grand-père a parlé, sa voix fatiguée mais résolue. Ce sont les dossiers d'adoption de l'orphelinat et les résultats des tests ADN. On ne peut le nier. La pièce a sombré dans le chaos. Des cris, des pleurs, des chaises repoussées. Des relations qui semblaient solides se sont effondrées les unes après les autres. Un de mes oncles s'est précipité pour regarder les documents, le visage cendré. La cousine Sarah a couvert sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. Grégory a arraché les papiers, les feuilletant frénétiquement. Mais plus il lisait, plus son visage se déformait. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Je suis resté immobile dans l'œil du cyclone, me sentant pour la première fois complètement détaché de cette famille. L'image de la famille riche et exemplaire en laquelle j'avais cru si longtemps s'est brisée juste sous mes yeux. Tous ces dîners de Noël précédents, ces réunions de famille, tout n'avait été qu'un faux vernis. Ce qui restait était un sentiment de vide, d'aliénation et une vague peur que ce ne soit que le début. Alors que les derniers invités quittaient la villa, ils emportaient avec eux la surprise, le doute et la peur comme des fantômes persistants. Je les ai regardés partir à travers la grande fenêtre, leur voiture de luxe roulant lentement dans l'allée couverte de neige, les phares tranchant l'obscurité comme des coupures nettes. La vaste villa semblait soudain vide et froide. Les rires et les conversations animées d'il y a quelques instants ne résonnaient plus que comme le vent hurlant dans les couloirs. Les arbres de Noël décorés étincelant sous les lumières semblaient maintenant artificiels, comme si toute l'opulence n'était qu'une coquille vide, prête à s'effondrer sous la moindre brise. J'étais assis là, serrant un verre de vin refroidi depuis longtemps, ayant l'impression que l'air de la pièce drainait l'oxygène, alourdissant ma poitrine. Les domestiques ont tranquillement commencé à nettoyer, le tintement sec des assiettes et des verres résonnant clairement dans l'atmosphère étouffante. Grégory était parti depuis longtemps après avoir brisé un verre de rage, laissant des éclats scintillants sur le sol comme les restes d'une rupture irréparable. Les autres proches se sont rapidement dispersés aussi, évitant de se regarder dans les yeux comme si rester une seconde de plus les entraînerait plus profondément dans le vortex qui venait de s'ouvrir. Quand la pièce fut presque vide, la voix de grand-père a soudainement retenti derrière moi, faible mais claire. « Adrien, reste. J'ai une autre chose importante à te dire en privé. »
Je me suis retourné et je l'ai vu toujours assis dans son fauteuil roulant en bout de table, le visage pâle sous la lumière du lustre. Sa voix a baissé, perdant l'autorité froide habituelle. Le ton d'un homme qui commandait autrefois un empire financier entier, maintenant réduit à un murmure fatigué. Mon cœur battait plus vite. J'ai hésité, mes pieds semblants enracinés au sol. Une partie de moi voulait fuir, rentrer à New York et tout oublier. Mais une autre partie, la partie curieuse et peinée, m'a poussé à hocher la tête. Il a fait signe à la personne poussant le fauteuil roulant, et nous avons traversé le long couloir faiblement éclairé, les roues grinçant sur le plancher en bois comme des murmures du passé. Son bureau était au fond de la villa, un endroit que je craignais enfant, avec des étagères imposantes remplies de documents financiers, un bureau en noyer poli et la faible odeur de cuir mélangée à la fumée de cigares. C'était autrefois le centre de contrôle de toute la famille, où il prenait des décisions affectant des milliers d'employés. Maintenant, la pièce était sombre, éclairée seulement par la faible lueur d'une lampe de bureau, ne laissant que deux personnes face à face dans un lourd silence. Grand-père a fait signe aux domestiques de partir, la porte s'est fermée avec un clic doux comme si elle scellait toutes les issues de secours. Nous étions là, à quelques mètres l'un de l'autre, l'air si épais que je pouvais sentir sa faible respiration. Il m'a regardé longuement, les yeux remplis de regret et d'impuissance, comme s'il luttait contre lui-même. J'ai dégluti difficilement, attendant, le cœur battant dans la poitrine. « Grand-père, qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, la voix enrouée. Il a poussé un long soupir, les épaules tremblant légèrement. « La vérité est que tu es mon fils biologique. » Le monde autour de moi s'est arrêté. Je me suis figé, l'esprit vide, ayant l'impression que toute la réalité venait d'être tordue, ne laissant aucun sol solide auquel s'accrocher. Ces mots résonnaient dans ma tête, se répétant comme une incantation cruelle. Son fils, pas celui de Grégory, mais celui de grand-père. J'ai reculé, agrippant une chaise pour ne pas tomber. Tout s'est brouillé. La pièce a tourné. Un choc après l'autre s'écrasait, ne me laissant pas le temps de respirer, de comprendre ou de résister. Je ne pouvais plus distinguer la vérité du cauchemar en cours. Chaque mot qu'il prononçait arrachait une autre couche de réalité, exposant les fondations que je croyais solides, ne révélant que chaos et vide en dessous. Grand-père a continué, la voix tremblante mais résolue, comme si s'arrêter signifiait qu'il ne pourrait jamais continuer. Dans le passé, j'ai eu une relation inappropriée avec ta mère, Helen Walsh. C'est arrivé peu de temps après qu'elle se soit mariée dans cette famille, devenant la femme de Grégory. Nous sommes tombés amoureux, une liaison secrète que nous devions cacher. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. L'image de ma mère, la femme sur les vieilles photos, avec son doux sourire et ses yeux tristes, est apparue vivement. Elle avait épousé Grégory, pourtant elle avait eu une relation illicite avec grand-père, un amour interdit entre beau-père et belle-fille. J'ai secoué la tête, essayant de repousser cette pensée, mais ces mots s'écrasaient dans mes oreilles comme des vagues déchaînées. Pourquoi ? Comment as-tu pu faire ça ? ai-je demandé, la voix montant sous le choc. Grand-père a baissé la tête, les yeux brillants de larmes. Ça a commencé comme une erreur, Adrien. Le mariage d'Hélène et Grégory a été arrangé pour des intérêts commerciaux entre les deux familles. Elle était malheureuse et j'étais faible. Nous pensions pouvoir le contrôler, mais tout a dérapé quand Hélène est tombée enceinte. Ce n'était plus juste une erreur. C'était un péché impardonnable. Nous avons été forcés de vivre dans la peur et le silence, cachant la vérité pour protéger la famille, ou du moins ce que nous pensions être la protection de la famille. Je me suis effondré sur une chaise, me tenant la tête entre les mains. Enceinte, ce qui signifie que j'étais le résultat de cette liaison. Un enfant non désiré né de la trahison. J'imaginais la scène. Hélène, jeune et terrifiée, enceinte en secret, tandis que Grégory, son mari nominal, ne savait rien. Où le savait-il ? D'après sa réaction ce soir, peut-être qu'il s'en doutait depuis des années. Une vague de dégoût a monté, mêlée de douleur. Et ensuite, que s'est-il passé ? Qu'a-t-elle ? Qu'a fait ma mère ? Grand-père a continué, sa voix devenant plus douce comme s'il chuchotait pour lui-même. Après ta naissance, nous avons essayé de garder le secret. Mais quand tu as eu 6 mois, Hélène n'a plus pu le supporter. Elle est partie, laissant une lettre pour moi. Elle y parlait de la honte, de l'humiliation et du tourment qui lui rendait impossible de continuer à vivre dans cette famille. Elle m'a supplié de t'élever et de te protéger et de ne pas essayer de la retrouver. Elle a disparu depuis lors comme un fantôme.
En entendant cela, les souvenirs d'enfance ont afflué comme un torrent. Je me suis soudain souvenu comment, tout au long de ces années, j'avais demandé à plusieurs reprises à Grégory des nouvelles de ma vraie mère. Où est ma mère, père? Avais-je demandé en tant que garçon de 7 ans assis à la table du dîner. Grégory balayait toujours la question avec des réponses vagues. Elle est morte il y a longtemps, Adrien. Ne demande plus. Il le disait sans me regarder dans les yeux, toujours occupé avec le journal ou son téléphone. Chaque fois que je captais le regard silencieux de grand-père à travers la pièce, il n'intervenait jamais, n'expliquait jamais, me regardait juste avec des yeux lourds. À l'époque, je pensais que c'était de la pitié pour un enfant sans mère. Mais maintenant je comprenais. C'était le remords et l'impuissance d'un père qui ne pouvait pas reconnaître son fils. Mon visage brûlait. Le sang affluait à mes oreilles. Mes mains se serraient jusqu'à trembler. Les ongles s'enfonçant dans ma peau. L'homme que j'avais autrefois profondément respecté, celui qui m'avait enseigné l'éthique des affaires et la responsabilité familiale, était la cause même de la tragédie qui avait ruiné ma vie. Il était le traître qui avait détruit le bonheur d'Hélène, de Grégory et le mien. Que as-tu fait? Comment as-tu pu vivre avec ça? Ai-je grondé, la voix brisée. Dans ma rage et ma confusion, j'ai commencé à me lever pour partir. Mes jambes tremblaient. Je voulais fuir la pièce, fuir cette horrible vérité. Mais grand-père m'a attrapé la main, ses doigts frêles serrant mon poignet fermement. Adrien, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai vécu dans le tourment pendant des décennies. Être près de mon propre fils, pourtant incapable de te reconnaître, incapable de te serrer dans mes bras, incapable de dire la vérité, chaque jour a été un enfer. J'ai essayé de me rattraper en te protégeant, en te donnant tout. Mais je sais que ce n'était pas assez. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Au milieu de la colère mêlée de pitié, je suis tombé dans une profonde réflexion. Les émotions montaient comme des vagues. Fureur devant la trahison, compassion pour lui. Un vieil homme proche de la mort portant ce lourd secret. Je ne trouvais pas de mots pour définir ce que je ressentais. Pardon ou ressentiment. Je suis juste resté là en silence, les larmes roulant sur mes joues sans que je m'en aperçoive. Finalement, j'ai doucement retiré ma main, sortant silencieusement de la pièce, le laissant seul dans la pénombre. La porte s'est refermée derrière moi comme la fin d'un chapitre. La nuit de Noël s'est éternisée dans un silence lourd. La neige tombant à l'extérieur de la fenêtre comme des grains de temps. J'ai reconduit jusqu'à New York, l'esprit en ébullition, sachant que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre tragique que je n'étais pas encore prêt à affronter. Dans les jours suivant cette nuit de Noël, j'ai vécu comme un fantôme dans ma propre vie. Un vide profond et une agitation m'enveloppaient, comme un brouillard épais qui refusait de se dissiper. J'ai évité tous les appels de la famille, éteignant mon téléphone et verrouillant la porte de mon petit appartement à Manhattan. Les jours suivants se sont traînés lourdement. J'errais dans les rues sans but, regardant les foules pressées, se préparant pour la nouvelle année, tout en me sentant totalement étranger. Je ne savais pas comment affronter cette vérité. J'étais le fils biologique de grand-père né d'une relation illicite. Un secret enterré depuis 34 ans. Chaque matin en me regardant dans le miroir, je ne voyais qu'une question sans réponse. Qui diable es-tu? Et progressivement, j'ai réalisé que ce que j'évitais n'était pas cette famille, mais moi-même. Je ne suis pas allé travailler. Je restais allongé sur le canapé à fixer le plafond, rejouant la conversation avec grand-père des centaines de fois. Les souvenirs d'enfance ont afflué comme un torrent. Les après-midi où il m'apprenait les échecs dans son bureau, sa voix profonde et chaleureuse disant « Tu dois penser plus loin, Adrien. Ne laisse pas les émotions obscurcir ta raison. » Maintenant je comprenais. Il m'apprenait comment vivre avec un secret, comment dissimuler la douleur. Mais je ne voulais pas de ça. Je voulais crier, tout casser. Pourtant, au lieu de cela, je suis resté silencieux, laissant la douleur s'infiltrer comme un poison lent. Un matin, environ une semaine plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu. La voix du majordome personnel de grand-père tremblait. Monsieur Adrien, monsieur. Monsieur Léonard est décédé la nuit dernière. Son cœur s'est arrêté dans son sommeil. La nouvelle a frappé soudainement comme un coup de poing dans la poitrine. Je me suis effondré sur le sol, le téléphone glissant de ma main. Léonard, mon grand-père, ou plutôt mon père biologique, était mort. Cela ne laissait qu'un vide béant en moi,
comme si le dernier film reliant au passé avait été coupé. Je n'ai pas pleuré, n'ai pas crié, juste le vide. Il était parti, emportant ses secrets et ses remords avec lui. Je me souvenais de ses yeux cette nuit de Noël remplie d'impuissance. Il savait que son temps était compté, c'est pourquoi il avait choisi ce moment pour avouer. Je suis resté assis là pendant des heures, fixant par la fenêtre alors que la neige légère tombait, comme un adieu tardif. 3 jours plus tard, les funérailles ont eu lieu à la villa du Connecticut. J'y suis allé en voiture, le cœur lourd. L'atmosphère était solennelle mais froide, comme une cérémonie mise en scène. Le salon funéraire était orné de fleurs blanches. Le cercueil en noyer poli se tenait au centre du grand hall. Les membres de la famille apparaissaient avec des regards méfiants. Les divisions sous-jacentes étaient maintenant exposées au grand jour. Les proches se rassemblaient, mais il n'y avait ni rire ni étreinte. Juste des hochements de tête froids et des chuchotements dans le dos. Grégory se tenait dans un coin, le visage rouge, évitant mon regard. Tante Margaret sanglotait doucement, pourtant ses yeux se tournaient vers Grégory comme si elle choisissait son camp. L'air lugubre se mêlait à la tension comme une bombe à retardement. Le prêtre récitait des prières d'un ton monotone. Leonard Walsh, un grand homme, est parti en paix. Mais je connaissais la vérité. Il est parti, portant le poids de la culpabilité. Je me tenais parmi la foule, parfaitement conscient de mon isolement. À la fois porteur du nom Walsh et étranger au sein du clan. Je portais un costume noir, me tenant droit, mais à l'intérieur j'étais le chaos. Les gens me regardaient avec des yeux inconnus, certains avec pitié, d'autres avec suspicion. La douleur innommable montait comme un courant sous-marin. J'ai regardé le cercueil, demandant silencieusement, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Pourquoi laisser tout s'effondrer comme ça ?» Les funérailles se sont terminées avec une musique de violon lugubre. Tout le monde est parti rapidement, évitant de s'attarder. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation pour la lecture du testament. Une lettre du cabinet d'avocat livrée à mon appartement. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. La réunion serait à la villa avec toute la famille réunie. Je savais que l'atmosphère purait l'anticipation et le calcul, tout le monde voulant une part de l'Empire Walsh. J'ai hésité, mais j'ai décidé d'y aller. Peut-être était-ce le moyen de clore le chapitre ou d'en commencer un nouveau. J'ai conduit jusqu'au Connecticut, rempli d'inquiétude. En arrivant à la villa, la tension était palpable dès l'entrée. Les proches s'étaient déjà rassemblés dans la grande salle de conférence, les chaises disposées comme dans un tribunal. Grégory était assis en bout de table, le menton levé avec arrogance. Dès qu'il m'a vu, il a affiché un mépris et un sarcasme immédiat. Même pas de la même famille par le sang, et tu oses te montrer ici ? Tu penses que tu auras un héritage. Il a ricané assez fort pour que tout le monde entende. En tant que seul fils adoptif qui a consacré toute sa vie à Léonard, je suis certain que j'hériterai de la majorité. Tu n'es qu'un étranger. Ces mots coupaient comme un couteau, mais je n'ai pas réagi. Je me suis simplement assis tranquillement au bout de la table, n'attendant rien et n'étant préparé à aucun résultat. Je me fichais de l'argent. Je voulais seulement la vérité, je voulais tourner la page. L'avocat William Harper, ami de longue date de grand-père, est entré portant un dossier épais. Il était âgé, portant des lunettes épaisses, sa voix calme. « Mesdames et messieurs, nous allons commencer. » Il s'est assis, a ouvert le testament et a lu à haute voix. Mon cœur battait la chamade. L'air de la pièce s'est épaissi. Leonard Walsh lègue à Adrien Walsh 60% des actions de la Walsh Group Financial Corporation, les pleins droits de vote et le contrôle du conseil d'administration, ainsi qu'un fonds fiduciaire personnel évalué à 180 millions de dollars US. La pièce est tombée dans un silence mortel. J'étais stupéfait, l'esprit chancelant. 60% des actions. Le contrôle. Moi, celui qu'on disait ne pas être du même sang, maintenant le maître de l'Empire. J'ai regardé William, espérant que c'était une blague, mais son visage était grave. Grégory a explosé instantanément, se levant brusquement, le visage cramoisi. Quoi ? C'est une farce. Adrien a manipulé le testament. J'exige un examen complet de sa légalité. William a continué imperturbable. L'héritage de Grégory Walsh est limité à la villa familiale du New Jersey, 5% d'actions sans droit de vote et une somme en espèces de 5 millions de dollars US à la condition qu'il n'interfère pas dans les opérations de la société. Grégory a crié, claquant la table. Impossible.
J'ai consacré toute ma vie. Ce vieil homme était devenu fou. D'autres membres de la famille chuchotaient, le visage pâle. William a poursuivi. Les autres membres de la famille reçoivent chacun une somme fixe en espèces allant de 1 à 3 millions de dollars US versés en un seul paiement sans droit ni influence sur l'entreprise. Le chaos a éclaté. Tante Margaret a pleuré. Que vient-il de se passer? Je suis resté assis là, abasourdi par l'annonce. Pourquoi grand-père avait-il fait cela? Pour expier ou pour me protéger? Grégory s'est tourné vers moi, les yeux flamboyants. Que as-tu fait? Manipuler le vieil homme fragile? Il s'est jeté vers moi, mais William est intervenu. L'avocat a confirmé, le testament a été rédigé alors que M. Léonard était pleinement compétent, juridiquement valide, et correctement attesté et notarié. Grégory est sorti en trombe, furieux, claquant la porte, laissant derrière lui des regards hostiles et rancuniers fixés sur moi. Ses paroles d'adieu ressemblaient à une déclaration de guerre. Attends un peu, Adrien. Je ne laisserai pas passer ça. Je suis resté assis là, le cœur battant à tout rompre, sachant que des conflits plus féroces m'attendaient. Après la réunion, je suis resté pour parler à William. Pourquoi grand-père a-t-il fait ça, ai-je demandé. Il a soupiré. Léonard t'a toujours considéré comme son vrai fils. Il voulait que tu prennes la relève, que tu répares ses torts. Mais je ne ressentais aucune joie. Ce testament n'était pas une récompense. C'était un fardeau. J'ai reconduit jusqu'à New York, l'esprit en ébullition. Grégory allait-il poursuivre en justice? Les proches se retourneraient-ils contre moi? La tension montait, pleine de suspense comme l'attente d'une tempête. Une semaine après la lecture du testament, j'ai reçu une assignation à comparaître. Elle est arrivée par courrier, une enveloppe épaisse portant le sceau du tribunal trônant sur mon bureau dans mon appartement de Manhattan. Je l'ai ouverte et j'ai parcouru le texte juridique aride. Grégory Walsh C. Adrien Walsh concernant le litige sur le testament et les droits de succession. Le plaignant était Grégory, exactement comme je l'avais anticipé et pas du tout surpris. D'après le regard hostile qu'il m'avait lancé en sortant de la salle de conférence, je savais qu'il ne laisserait pas tomber. Il avait toujours été quelqu'un qui refusait de perdre, surtout quand il s'agissait de ce qu'il considérait comme son droit acquis à vie. Je suis resté assis là à fixer le document pendant longtemps, mon cœur battant avec un calme inhabituel. Pas de colère, pas de peur, juste une acceptation fatiguée. Ma vie avait déjà été pleine de chocs, et ce procès n'était qu'un autre chapitre de cette histoire enchevêtrée. Je n'ai pas résisté ni essayé de l'éluder. J'ai choisi de rester silencieux et d'attendre la date du tribunal, confiant que la vérité et la loi parleraient d'elles-mêmes. Les jours d'attente passaient lentement, comme des gouttes tombant d'un robinet qui fuit. Je continuais mon travail d'audit, mais mon esprit était constamment distrait. Chaque soir, je m'asseyais près de la fenêtre, regardant la circulation animée en bas, et je me demandais, que vais-je dire au tribunal? Comment puis-je prouver que le testament n'a pas été manipulé? Je fouillais dans les souvenirs de grand-père, ces après-midi qu'il passait dans son bureau, planifiant l'avenir. Tu dois être prêt, Adrien, avait-il dit un jour, le regard lointain. Maintenant je comprenais. Il s'était préparé pour ce moment précis. La tension montait comme une corde tendue, prête à claquer à tout moment. Le jour du procès est enfin arrivé au tribunal municipal du centre-ville de New York. J'y suis allé tôt, me suis garé dans le garage souterrain humide et suis entré dans le bâtiment en granit froid. La tension était palpable dès l'entrée. Les journalistes s'étaient rassemblés dans le couloir, les flashs d'appareils photo crépitants, les microphones tendus comme des flèches. L'affaire impliquant la prestigieuse famille Walsh et une fortune valant des milliards en actions d'entreprise avait attiré une attention médiatique intense. Les gros titres proliféraient. Scandale d'héritage. Bataille entre un fils adoptif et un parent non consanguin. J'ai traversé la foule tête baissée, ayant l'impression d'entrer dans la fosse aux lions. La salle d'audience était bondée, des proches éparpillés avec des regards méfiants, des journalistes gribouillant furieusement, et Grégory assis du côté du plaignant, le visage rouge, son costume noir serré comme une armure. J'ai pris place sur le banc des accusés, le cœur battant, mais m'efforçant de paraître calme. Le suspense montait. Était-ce aujourd'hui que tout finissait, ou simplement le début de l'enfer? L'avocat William Harper est apparu à mes côtés, représentant la succession et défendant les dernières volontés du défunt. Il était âgé mais vif, des lunettes épaisses perchées sur le nez, portant une lourde mallette.
Ça va, Adrien, a-t-il chuchoté, posant une main sur mon épaule. J'ai hoché la tête, bien que le malaise m'envahisse. William avait été l'ami proche de grand-père, témoin de tout, de la rédaction du testament au secret de famille. Il était ma seule ancre en ce moment. La juge, une femme d'âge moyen au visage sévère, a frappé du marteau, et le procès a commencé. L'air de la salle d'audience s'est épaissi. Les chuchotements ont cessé, ne laissant que le bruissement des papiers. La partie plaignante a présenté en premier. L'avocat de Grégory, un grand homme à la voix retentissante, s'est levé, le ton dramatique. Votre honneur, ce testament a clairement été manipulé. Adrien Walsh a exploité la santé affaiblie de Monsieur Léonard Walsh, exerçant une influence psychologique pour saisir les actifs. Il a agité des documents détaillant les allégations. Léonard était fragile, délirant, et Adrien l'avait manipulé pour qu'il signe. Grégory a été appelé à la barre des témoins. Il se tenait là, le visage rouge, la voix tremblante de colère. Je suis celui qui était dévoué et a contribué toute ma vie au groupe Walsh, a-t-il déclaré, pointant directement vers moi. Adrien n'est pas lié par le sang à cette famille. C'est un étranger sans droit de succession légaux. Il a profité de la santé déclinante de mon père et de sa capacité mentale diminuée pour le manipuler et le contraindre à signer le testament. Ces mots coupaient comme de la glace, provoquant un remous dans la salle d'audience. Les journalistes gribouillaient frénétiquement. Les proches chuchotaient. Je suis resté assis là, les mains serrées, me sentant mis à nu devant la foule. Le suspense montait. Le tribunal le croirait-il? Je me rappelais les années où Grégory m'avait rabaissé, m'avait chassé, et maintenant il jouait la victime. La douleur se mêlait à la colère, mais je restais silencieux, attendant mon tour. Quand ce fut le tour de la défense, William s'est levé, sa voix calme mais résolue. Il a soumis la documentation légale complète, les papiers notariés, les déclarations de témoins indépendants des médecins et amis de grand-père, prouvant que le testament avait été rédigé alors que Léonard était pleinement compétent. Il n'y a aucune preuve de coercition ou de manipulation, a souligné William, présentant des rapports médicaux et des séquences vidéo de la signature. Le tribunal a examiné les documents de près. La juge s'est penchée en avant, lisant, le panel conférant à voix basse. Le temps s'étirait comme de la mélasse, mon cœur battait la chamade. Grégory était assis là, le visage pâlissant, sa confiance s'effaçant visiblement. Les journalistes retenaient leur souffle. La salle d'audience est devenue totalement silencieuse. Finalement, la juge a frappé du marteau. Le tribunal affirme que l'héritage d'Adrien Walsh est légal et pleinement exécutoire. Grégory s'est figé, sa confiance et son arrogance s'évaporant. Il s'est effondré sur son siège, les yeux écarquillés, remplacés par le ressentiment et l'inquiétude. Il a réalisé qu'il venait de perdre son dernier point d'appui. Non seulement la fortune, mais sa dignité. Les proches murmuraient. Certains me regardaient avec de nouveaux yeux comme si j'étais soudainement devenu le centre du pouvoir. J'ai reçu le verdict avec un sang-froid froid. Pas de sentiment de triomphe, juste une confirmation tardive d'une vérité que j'avais acceptée depuis longtemps. Le testament était l'intention de grand-père maintenant confirmée par la loi. Mais où était la joie? Seulement un fardeau plus lourd avec la responsabilité de gérer la société et de faire face à l'hostilité continue. Dans cette atmosphère chargée, quand tout le monde pensait que le procès était terminé, William s'est levé de manière inattendue. Votre honneur, je demande la permission de soumettre un dossier scellé supplémentaire préparé par Léonard Walsh à l'avance. La salle d'audience a bourdonné. La juge a haussé un sourcil et a consenti. William a présenté une enveloppe épaisse soigneusement scellée portant la signature de grand-père. La juge et le panel l'ont ouverte. Leurs expressions sont passées de neutres à graves. Ils ont scanné le contenu, les visages pâlissants, conférant d'urgence. Toute la salle retenait son souffle. Mon cœur battait, le suspense à son comble. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que grand-père avait caché d'autre? Grégory s'est redressé brusquement, le visage cendré comme s'il sentait le désastre. Après une brève pause, la juge a frappé du marteau, la voix sévère. Après avoir examiné le dossier supplémentaire, le tribunal conclut que Grégory Walsh a été directement impliqué dans des retraits non autorisés, du blanchiment d'argent et des transactions illégales pendant de nombreuses années sous le nom de la société familiale. La salle d'audience a éclaté, des cris, des journalistes bondissant pour photographier. Grégory s'est levé d'un bond, le visage déformé. Mensonge.
J'ai été piégé. Le tribunal a ordonné aux autorités d'arrêter Grégory immédiatement dans la salle d'audience et de transférer l'ensemble du dossier pour enquête criminelle et poursuite. La police est entrée, le menottant. Grégory jurait sans relâche, clamant son innocence et se débattant désespérément. « Que as-tu fait, Adrien ? C'est une conspiration. » Il m'a lancé un regard de pur haine avant d'être maîtrisé et escorté dehors. Je suis resté abasourdi par ce revirement soudain, m'effondrant sur mon siège, l'esprit chancelant. Grand-père avait-il planifié cela pour me protéger ou pour punir Grégory ? Les médias ont rapidement explosé avec la couverture de l'arrestation choquante qui a secoué le monde financier. Les journalistes m'ont assailli à l'extérieur du tribunal, les flashs crépitant sans arrêt. « Adrien, comment vous sentez-vous ? Saviez-vous à l'avance ? » Je suis resté silencieux au milieu de la vague de caméras et de regards indiscrets, sentant pour la première fois que ma vie avait viré sur un chemin irréversible. Plus un auditeur solitaire, maintenant j'étais au centre d'un scandale où pouvoir et danger s'entremêlaient. J'ai marché jusqu'à ma voiture, les mains tremblantes, sachant que Grégory derrière les barreaux ne s'arrêterait pas. La tension flottait toujours dans l'air, pleine de suspense comme l'attente du prochain coup. Dans les jours suivant le procès civil, l'enquête sur l'inconduite financière de Grégory Walsh s'est déroulée de manière urgente et complète comme une tempête balayant les cercles financiers de New York. J'ai reçu un appel de William. Les autorités fédérales sont impliquées maintenant, Adrien. Elles ont gelé de nombreux comptes bancaires appartenant à Grégory et retracent des transactions secrètes d'il y a des années. J'étais assis dans mon bureau temporaire au siège du groupe Walsh, regardant par la fenêtre de la tour la ville animée en bas. Les premiers rapports sont arrivés rapidement. Des millions de dollars secrètement siphonnés via des sociétés écrans aux îles Caïmans, des documents falsifiés pour dissimuler des investissements illégaux. Cela a entraîné une multitude de partenaires et de dossiers connexes pour interrogatoire, grandes banques, anciens associés, même certains cadres supérieurs qui avaient travaillé sous Grégory. Je les imaginais traîner dans les bureaux du FBI, le visage pâle, se démenant pour justifier les transactions louches. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre avec des gros titres hurlants. Grégory Walsh, de titan de la finance à suspect de blanchiment d'argent. Chaque matin, je me réveillais, vérifiais mes emails et trouvais un autre nouvel article, un autre appel d'un journaliste. La tension montait. Je savais que Grégory ne resterait pas inactif en détention provisoire. Il essaierait de retourner la situation, peut-être par ses avocats ou ses anciennes relations. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter, me préparant à la prochaine mauvaise surprise. J'ai essayé de me concentrer sur le travail à la société, mais mon esprit revenait sans cesse à l'affaire. J'ai commencé à examiner tous les livres, coupant impitoyablement les projets douteux que Grégory avait initiés. Les employés me regardaient avec des yeux mêlant peur et lassitude teintée d'un respect froid. Dans les couloirs et les salles de réunion, je pouvais sentir le malaise généralisé, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant qu'une bombe inconnue explose. Le procès pénal a officiellement commencé peu de temps après, quelques semaines seulement après son arrestation. Il a attiré une attention médiatique massive en raison de la chute d'une figure autrefois éminente de l'élite financière. Le tribunal fédéral de Manhattan était bondé. Les journalistes se pressaient devant les portes, les caméras flashant sans arrêt, et les curieux se rassemblaient. Les gros titres criaient « Grégory Walsh risque une lourde peine de prison pour avoir blanchi des millions ». J'y suis allé tôt, me suis garé à plusieurs pâtés de maison pour éviter la foule, et suis entré dans le bâtiment en pierre froide. L'atmosphère à l'intérieur était oppressante, comme une pièce tragique approchant de son acte final. J'ai assisté en tant que partie ayant un intérêt direct dans l'ensemble de la succession et de la société familiale. Je me suis assis tranquillement au fond, me distançant du bruit et des regards curieux. Costume noir. Cravate nouée serrée, mais à l'intérieur j'étais en ébullition. Les journalistes prenaient des photos de moi en douce, chuchotant « C'est Adrien Walsh ». L'air inattendu. J'ai gardé la tête baissée, évitant les yeux, le cœur battant. Le suspense montait. Grégory révélerait-il plus de secrets? Me traînerait-il dans la boue? Le juge, un homme plus âgé à la voix sévère, a frappé du marteau, et le procès a commencé. Le procureur a présenté des preuves complètes et cohérentes, peignant un tableau complet des crimes. Ils ont affiché des flux d'argent illicites, des millions transférés via des comptes offshore, des documents falsifiés pour cacher les origines, et des années de blanchiment d'argent via l'immobilier et les actions. De grands écrans montraient des organigrammes complexes avec des flèches traçant les fonds du groupe Walsh directement dans les poches personnelles de Grégory.
Ce sont des preuves irréfutables, a déclaré le procureur, la voix résonnant. Grégory était assis sur le banc des accusés, émacié après des jours de détention, le costume froissé. Son avocat a essayé de nier, appelant des témoins, d'anciens partenaires, mais il bégayait, admettant sous la pression. Tous les efforts se sont avérés futiles. Les preuves étaient accablantes. La salle d'audience est tombée dans le silence, rompue seulement par le bruissement des papiers et les chuchotements des journalistes. Je suis resté assis là, les mains serrées, ayant l'impression de regarder un film sur ma propre vie. Grégory m'a jeté un coup d'œil plusieurs fois, les yeux pleins de haine, en voyant des frissons dans mon dos. Que dirait-il? Impliquerait-il grand-père ou moi? Face à des preuves indéniables, Grégory Walsh a été condamné à 18 ans de prison pour crimes financiers graves, blanchiment d'argent, fraude fiscale et abus de pouvoir. Le juge a lu le verdict d'un ton ferme. Monsieur Grégory Walsh est définitivement interdit de participer à la gestion ou à la direction de toute entreprise. La salle d'audience a éclaté. Les journalistes ont afflué vers l'avant. Grégory a claqué la table, criant « Je n'ai pas fait ces choses. C'est une conspiration pour me piéger. » Mais la police était prête, le maîtrisant et l'escortant. La sentence s'est conclue dans une atmosphère lourde comme un nuage sombre au-dessus de la tête. J'ai quitté la salle d'audience en me sentant vide, ni soulagé ni satisfait. Juste la fin inévitable d'une longue chaîne d'erreurs. Je suis sorti. Le vent froid de New York fouettait mon visage alors que les journalistes m'assaillaient. Adrien, que pensez-vous du verdict? J'ai traversé la foule sans répondre. En rentrant chez moi en voiture, j'ai pleuré, pas pour Grégory, mais pour tout. Grand-père, ma mère et une vie brisée. 2 mois plus tard, alors que l'attention du public commençait à s'estomper, j'ai décidé de rendre visite à Grégory en prison. Je suis venu avec plus de questions que d'attentes de remords. J'ai conduit jusqu'à l'établissement fédéral en périphérie, un sinistre bâtiment en béton entouré de clôtures en fil barbelé et de tours de guet. Les procédures étaient strictes, détecteur de métaux, contrôle de documents, attente dans une salle de visite froide. Mon cœur battait la chamade, le suspense montant comme la première fois que je l'avais affronté après cette nuit de Noël. Finalement, j'ai été conduit à la zone de visite, assis derrière une vitre épaisse, tenant le combiné. Grégory est entré, portant un uniforme de prisonnier, encore plus émacié, les cheveux gris, ébouriffés. Il s'est assis, me fixant à travers la vitre, les yeux froids comme la pierre. La confrontation était glaciale, dénuée de salutations. « Es-tu venu pour te réjouir ?» Grégory a parlé le premier, la voix rauque, les yeux injectés de sang derrière la vitre. J'ai secoué la tête. « Pas ce que tu penses. Je suis venu demander pourquoi. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Pourquoi as-tu fait ces choses? Blanchir de l'argent, commettre des fraudes, traîner toute la société dans la boue. À quoi pensais-tu? Ruiner ce que tu as toujours appelé l'heure de ta vie? » Grégory a laissé échapper un rire amer, sec et dur dans la petite pièce. Il a serré les dents. Des erreurs? Je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour maintenir cet empire debout. Et Léonard, ce vieil homme était le vrai traître. Il a claqué sa main sur la table. J'ai consacré toute ma vie au groupe Walsh. Pourtant à la fin, il t'a choisi, un bâtard sans lien de sang, un étranger qui n'a rien contribué à l'entreprise. J'ai pris une profonde inspiration. Tu n'avais pas le droit de traîner la société dans le crime juste pour t'accrocher au pouvoir. Grégory a plissé les yeux vers moi, plein de mépris. Qu'est-ce que tu en sais? Je t'ai élevé, nourri, éduqué, donné le nom Walsh. Pourtant tu es assis à ma place, volant tout. Tu penses être si propre. Tu profites de tout ça. Il a commencé à rejeter la faute sur moi et Léonard, la voix montant, teintée d'un ressentiment incontrôlé. Sans moi, tu ne serais rien. C'est moi qui devrais être à cette place. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste écouté. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose clairement. L'homme devant moi ne m'avait jamais vu comme son fils. N'avait jamais aimé ou ressenti une véritable responsabilité paternelle. Je n'étais qu'un atout, quelque chose dans lequel il avait investi, devenu maintenant un obstacle. Les vieux souvenirs ont afflué. Anniversaires oubliés, voyages en famille où je n'étais jamais invité, les regards froids chaque fois que j'essayais de me rapprocher. Tout est devenu limpide. J'ai levé la tête, la voix étonnamment calme. Tu n'as jamais été mon père.
Grégory s'est figé un instant. Tu n'as jamais été mon père, et je n'ai plus besoin que tu fasses semblant. Grégory a rugi à travers la vitre. Tu le regretteras. Je sortirai. Je reprendrai tout. Mais cette fois, les mots ne portaient aucun poids. Je me suis levé, lui ai tourné le dos et suis parti, sentant quelque chose d'inconnu s'insinuer dans ma poitrine. Pas la victoire, pas la schadenfreude, mais le soulagement de relâcher enfin les dernières attentes d'une relation qui n'avait jamais vraiment existé. La visite s'est terminée dans la froideur et la rupture mentale. Je me suis levé, ai posé le combiné et ai quitté la prison avec le sentiment de clore un vieux chapitre. Dehors, une pluie fine tombait, le vent mordant, mais mon cœur semblait plus léger. Bien que je sache que les retombées de la famille Walsh n'étaient pas vraiment terminées. Peut-être que Grégory ferait appel ou que les médias creuseraient davantage, au moins j'y avais fait face. Après ces bouleversements consécutifs, ma vie semblait entrer dans une période de calme temporaire. Mais en réalité, c'était le calme avant une plus grande tempête. Je suis retourné à New York, conduisant sous une pluie battante, mon esprit encore sous le choc de l'image de Grégory derrière la vitre, son visage émacié, ses yeux remplis de haine. Je me suis garé sur le trottoir, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là pendant des heures, laissant la pluie crépiter régulièrement sur le pare-brise. Les souvenirs ont afflué comme un torrent. Les matins où Grégory quittait la maison tôt sans me saluer, les réprimandes pour des erreurs mineures, et maintenant la peine de 18 ans de prison. Il le méritait. Je le savais. Mais la douleur s'infiltrait encore comme une vieille blessure qui n'avait pas guéri. Je me demandais s'il ressentait des remords. Ou ne se voyait-il que comme la victime comme il l'avait crié dans la salle d'audience? La tension flottait toujours dans l'air, pleine de suspense comme l'attente d'un appel inattendu d'un avocat annonçant le succès de l'appel de Grégory. Quelques jours plus tard, William m'a appelé, sa voix calme mais fatiguée. « Adrien, tu dois venir à mon bureau pour finaliser les procédures d'héritage restantes. C'est la dernière étape. » J'ai accepté, bien que mon cœur soit lourd. Cette réunion était purement juridique, signature de documents confirmant la propriété. Mais pour moi, c'était plus lourd que n'importe quel procès que j'avais enduré. J'ai conduit jusqu'au cabinet d'avocat à Midtown Manhattan, une tour de verre étincelante sous le faible soleil d'hiver. À l'intérieur, l'atmosphère était d'un calme oppressant, l'odeur de vieux papier, le bourdonnement des imprimantes, et William assis derrière un grand bureau en bois empilé de dossiers. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme, ses yeux brillants d'empathie. « Ça va ? » Après tout ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête et me suis assis, mais mon esprit ne s'arrêtait pas de tourner. Ce n'était pas juste signer des papiers. C'était accepter l'héritage de grand-père avec tous ses péchés et responsabilités attachées. Dans cet espace calme, au milieu des documents juridiques arides, je n'ai pas pu retenir la question qui me tourmentait depuis si longtemps. J'ai parlé, la voix enrouée. Je veux demander pourquoi grand-père n'a pas divulgué les documents criminels de Grégory plus tôt. S'il l'avait fait dès le début, peut-être que les choses n'auraient pas escaladé à ce point. Pas de procès, pas d'emprisonnement. Je l'ai regardé, attendant, le cœur battant plus vite. William a soupiré, a remonté ses lunettes sur le pont de son nez et s'est penché en arrière dans sa chaise. Il est resté silencieux un moment, comme s'il pesait ses mots. Il voyait tout le monde dans la famille, y compris Grégory, comme des victimes d'une tragédie qu'il avait lui-même causée. Il ne voulait pas conduire son fils adoptif dans une impasse tant qu'il y avait encore d'autres options. Léonard était au courant des méfaits de Grégory depuis longtemps, blanchiment d'argent, fraude. Mais il a choisi le silence, espérant que Grégory se corrigerait. C'était sa façon d'expier, non par la punition, mais par l'opportunité. Je suis resté assis là à écouter, ayant l'impression qu'un brouillard se levait lentement. William a continué, la voix basse. Le dossier criminel avait été scellé à l'avance. Adrien, Léonard me l'a confié avec des instructions claires, ne le déceler et ne le soumettre au tribunal que si Grégory te poursuivait activement en justice. C'était comme une ligne finale entre la miséricorde et les conséquences. Il ne voulait pas que Grégory soit emprisonné à moins que Grégory ne force sa propre main. Et Grégory a fait exactement cela. Ces mots ont frappé comme la foudre. Je me suis figé, les mains agrippant fermement les accoudoirs. Grand-père avait tout orchestré il y a longtemps comme un jeu d'échecs complexe. Il avait essayé de racheter ses propres erreurs en me laissant l'héritage tout en construisant tranquillement un mécanisme pour me protéger de la manipulation et de la destruction de Grégory. Je l'imaginais dans son bureau en train de planifier dans ces dernières années,
tourmenté par des pensées d'Hélène, de moi, de Grégory. Il aimait Grégory à sa manière, a ajouté William. Même s'il était adopté. Mais il t'aimait plus, son fils biologique. La tension montait en moi, le suspense s'accumulant comme si j'attendais une autre révélation. Mais William a seulement secoué la tête. C'est tout ce qu'il y a. Maintenant tu dois décider comment vivre avec cet héritage. Même ainsi, je ne pouvais pas pardonner immédiatement. Léonard et Grégory m'avaient tous deux entraîné dans un vortex de mensonges, de culpabilité et de décisions que je n'avais jamais été autorisé à prendre. J'ai fini de signer les papiers, me suis levé et j'ai quitté le bureau en me sentant accablé. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un parc, me suis assis sur un banc et j'ai regardé les gens passer. Grand-père, mon père biologique, m'avait protégé de la manière qu'il jugeait la meilleure, mais à quel prix? Une famille brisée, une vie pleine de secrets. Je me suis rappelé cette nuit de Noël, ses yeux remplis de remords. Pardonnez, ai-je chuchoté pour moi-même. Pas encore. J'avais besoin de temps pour traiter, pour comprendre que l'héritage n'était pas seulement de l'argent. C'était le lourd fardeau de la responsabilité. J'ai officiellement pris la direction de la société avec prudence et vigilance. Je suis entré au siège du groupe Walsh pour la première fois en tant que président, ne portant aucune ambition de pouvoir, seulement le lourd sens du devoir que Léonard avait laissé derrière lui. Son bureau, maintenant le mien, était vaste avec le bureau en noyer poli, des étagères remplies de documents et l'odeur familière du cuir. Je me suis assis dans le fauteuil, les mains touchant le bureau, sentant sa gravité. Les employés se rassemblaient dans les couloirs en chuchotant, le nouveau patron est venu prendre la relève. Il me regardait avec des yeux mêlant curiosité et doute. Un auditeur indépendant sans expérience de gestion, maintenant aux commandes d'un empire d'1 milliard de dollars. La pression a frappé immédiatement. Le conseil d'administration était clairement divisé. Certains anciens cadres fidèles à Grégory remettaient ouvertement en question ma compétence. Savez-vous au moins quelque chose sur la gestion d'une entreprise, a demandé un vice-président âgé lors de la première réunion, la voix teintée de sarcasme. Les projets clés faisaient face à la stagnation. Contrat avec des partenaires européens retardés, cours des actions fluctuant en raison du scandale. Je suis resté assis là à écouter les arguments, le cœur battant de suspense. Se révolterait-il? Échouerais-je? En même temps, les médias et l'examen public n'ont jamais cessé. La presse a transformé ma vie privée en pâture. Adrien Walsh, de l'héritier non consanguin au magnate de la finance. Les gros titres criaient sur les sites web, accompagnés de photos de moi quittant le tribunal. Les journalistes appelaient sans cesse, m'attendant même en embuscade dans la rue. Que pensez-vous de la condamnation de votre père adoptif? Saviez-vous pour les méfaits depuis le début? Chaque décision que je prenais était placée sous un microscope. J'ai engagé une équipe de relations publiques pour gérer cela, mais la pression restait implacable. Chaque matin, je vérifiais mes emails et trouvais un autre nouvel article, un autre commentaire malveillant sur les réseaux sociaux. Le suspense montait. Une petite erreur ferait-elle tout s'effondrer? Je devais plonger profondément dans le travail, auditant personnellement l'ensemble du système financier. Tard dans la nuit au bureau, je me penchais sur d'épais grands livres retraçant les pistes de Grégory. Dépenses douteuses, contrats falsifiés. J'ai coupé les liens louches, licenciant plusieurs anciens cadres, annulant des accords avec des partenaires douteux. C'est comme ça qu'on a toujours fait les choses, a protesté un vice-président lors d'une réunion. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et c'est exactement pour ça que nous avons fini ici aujourd'hui. À partir de maintenant, nous faisons différemment. Cette décision a provoqué un tollé au conseil, mais je n'ai pas vacillé. J'ai appris à prendre des décisions froides et décisives, mûrissant bien plus vite que je ne m'y étais jamais préparé dans la vie. D'un auditeur solitaire, j'étais devenu un leader faisant face à des crises quotidiennes, des actions en baisse, des employés mécontents et une opinion publique critique. 1 an s'était écoulé depuis la condamnation de Grégory, et sous ma direction résolue mais prudente, le groupe Walsh a progressivement émergé de la crise. Les premiers mois ont été un enfer. Je restais éveillé toute la nuit à examiner les livres, coupant les investissements louches que Grégory avait laissés derrière lui et négociant avec les actionnaires pour les garder à bord. Le cours de l'action oscillait comme un pendule. Un jour montant sur de bonnes nouvelles d'un nouveau contrat, le lendemain plongeant à cause d'un article déterrant le scandale. Je me souviens de la première réunion du conseil après le procès pénal.
La spacieuse salle de conférence au dernier étage du siège avec sa table en bois poli et sa vue sur la rivière Hudson. Les vieux cadres étaient assis là, les yeux inquisiteurs. « Pensez-vous pouvoir remplacer Léonard ?» a demandé un vice-président âgé, la voix dégoulinant de sarcasme. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Pas remplacer, sauver. Nous réduisons nos pertes de 20% sur le projet européen immédiatement. » Cette décision a fait taire la salle, puis a déclenché une explosion d'arguments. Mais j'ai tenu bon et les résultats ont suivi. D'autres projets ont compensé. L'action s'est stabilisée. Les opérations ont été restructurées. J'ai engagé une équipe nouvelle, plus jeune et plus transparente, éliminant la culture des transactions sous la table que Grégory avait favorisée. En interne, les choses se sont progressivement calmées. Les employés ont commencé à me faire confiance. Les réunions ont perdu leur ancienne tension. Mais le prix que j'ai payé était un isolement et une pression prolongée. Chaque soir en rentrant dans mon appartement, je m'asseyais seul avec un verre de vin. Mon esprit tourbillonnant encore de chiffres et de décisions. Pas d'amis, pas de famille, juste le travail. Je me rappelle les nuits blanches allongées à fixer le plafond, me demandant « Qu'est-ce que je fais ? Cet héritage en vaut-il la peine ?» La pression montait comme des vagues, pleine de suspense comme l'attente d'une seule erreur qui pourrait tout faire s'effondrer. Je me suis habitué au nouveau rôle, mais non sans moment où j'ai failli m'effondrer. Une fois, l'action a chuté après qu'un article a révélé plus de détails sur les méfaits de Grégory. Groupe Walsh, un héritage de corruption, criait le gros titre en première page. Les journalistes ont envahi le siège, les flashs crépitant sans arrêt. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe. Nous jouons la transparence totale, publions les rapports financiers complets. Cette décision a sauvé la situation, mais m'a laissé épuisé. J'ai volé à Londres pour négocier avec des partenaires, assis dans l'avion avec des mains tremblantes tenant des documents, pensant anxieusement à l'échec. S'ils se retirent, la société s'effondre. Mais je les ai persuadés et le contrat a été signé. Progressivement, l'entreprise a revécu. Revenu en hausse de 15%, une odeur rafraîchie et la presse changeant de ton. Adrien Walsh, le sauveur de l'Empire. Mais je ne ressentais aucune fierté, seulement de la fatigue. La solitude m'enveloppait. J'évitais les fêtes, déclinais les invitations sociales, me concentrant uniquement sur le travail. À l'anniversaire exact de la mort de Léonard, 1 an après son décès, j'ai décidé de visiter le cimetière. L'air de New York était froid. Des feuilles dorées dérivaient le long de l'autoroute vers le Connecticut. J'ai apporté un bouquet simple, juste quelques roses blanches, rien d'élaboré, pas de médias ou d'assistance m'accompagnant. Je voulais affronter le passé en privé sans fanfare. J'ai éteint mon téléphone, conduit seul, mon esprit dérivant vers les souvenirs. Au cours de la dernière année, j'avais changé plus que je ne l'aurais jamais imaginé. D'un étranger sur la touche à quelqu'un forcé de diriger une société entière. Pourtant, la douleur de mon origine couvait toujours comme une blessure qui ne se refermerait jamais complètement. Grand-père, l'homme qui était à la fois mon père biologique et la source de chaque tragédie, m'avait laissé un immense héritage ainsi qu'un fardeau impossible à partager. Je me suis garé à l'extérieur du cimetière, un endroit si paisible qu'il en paraissait glacial avec des rangées de tombes en pierre grise alignées sous des arbres centenaires. Une brise fraîche soufflait, portant l'odeur de terre humide et un vide familier. J'ai marché lentement le long du chemin de gravier, le bouquet devenant plus lourd à chaque battement de cœur. J'ai chuchoté dans mon esprit, « Grand-père, j'ai fait ce que tu voulais. » Mais pourquoi tout devait-il commencer ainsi? Le cimetière était silencieux, rompu seulement par le chant lointain des oiseaux. En m'approchant de la tombe, j'ai remarqué une femme étrange assise devant la pierre tombale. Elle était assise sur un banc de pierre à proximité, silhouette frêle dans un vieux manteau, regardant fixement la tombe comme si elle était là depuis longtemps. Mon cœur s'est serré. Qui était-elle? Une parente éloignée? Une vieille amie? Je me suis approché tranquillement, essayant de ne pas l'effrayer. Le bruit de mes pas sur le gravier était doux mais audible. Elle s'est retournée, son visage pâle a attrapé la faible lumière du soleil. Au moment où nos yeux se sont croisés, elle s'est figée, la bouche s'ouvrant comme pour parler mais incapable de le faire. Je me suis arrêté net, les pieds enracinés au sol. Ce visage, bien que fané par le temps, profondément marqué par les rides, les cheveux gris et ébouriffés, correspondait de manière obsédante à Helen Walsh, la mère sur la vieille photo que Léonard m'avait montrée un jour.
Je gardais cette photo dans mon portefeuille, une jeune femme au sourire doux. Mais maintenant elle était là devant moi, bien vivante. Mon cœur battait la chamade. Le suspense a monté comme une vague. L'instinct me disait que cette femme était ma mère. Après toutes ces années de disparition, Hélène a essayé de se lever et de fuir en panique, les mains tremblantes en agrippant le banc, les yeux évitant les miens. Elle a titubé comme si elle était prête à échapper aux souvenirs. Mais instinctivement, j'ai tendu la main et saisi doucement son poignet. J'ai dit, la voix étranglée par le choc, s'il vous plaît, ne partez pas encore. Parce que si je la laissais partir, alors je savais que je porterais un autre vide qui ne pourrait jamais être comblé. Elle s'est arrêtée, le corps tremblant, les yeux brillants de larmes. Nous sommes restés face à face pendant un long moment dans un lourd silence, le vent chuchotant à travers le cimetière comme des échos du passé. Je l'ai regardée, cherchant des traces de la femme sur la photo, les yeux tristes, le sourire perdu. Elle était émaciée, vêtue de vêtements usés, comme si la vie l'avait usée. Le suspense montait. Que dirait-elle? Nierait-elle ou disparaîtrait-elle à nouveau? Avant que je puisse parler, Hélène a soudainement éclaté en sanglots. Des années d'émotions refoulées éclatant au grand jour. Elle s'est effondrée sur le banc, les mains couvrant son visage, les pleurs résonnant dans le cimetière vide. Les larmes coulaient sur ses joues, se mêlant au vent froid. Je n'ai rien dit, je suis juste resté à regarder silencieusement, laissant ses larmes couler comme une confession tardive sans mots. Mon cœur me faisait mal. Pendant toutes ces années, je pensais qu'elle était morte. Mais elle avait vécu avec sa propre douleur. Les souvenirs ont afflué. Les nuits d'enfance demandant à Grégory des nouvelles de ma mère et ses regards évasifs. Maintenant c'était clair. Elle était partie par honte, culpabilité envers Léonard. Je voulais la serrer dans mes bras, mais mes membres semblaient gelés. Quand Hélène s'est progressivement calmée, essuyant ses larmes avec sa vieille manche, j'ai parlé, la voix stable, mais tremblante. Je connais toute la vérité sur mes origines, sur grand-père, sur vous. Il n'y a plus de place pour les secrets. Hélène s'est effondrée à nouveau de douleur et de culpabilité, serrant sa poitrine, la voix brisée. S'il te plaît, pardonne-moi, mon fils. Je ne suis pas digne. Je t'ai abandonné, t'ai laissé seul avec tout. J'avais vraiment tellement honte, tellement humilié que je ne pouvais pas rester. Elle a supplié à plusieurs reprises pour le pardon, comme si c'était la seule chose qu'elle avait portée à travers ces années d'errance. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Elle a parlé des années à dériver, vivant dans la solitude, suivant les nouvelles de la famille de loin. Je savais pour la chasse au scandale, mais je n'osais pas y faire face. Je me tenais là, les pensées en ébullition, pas assez calme pour pardonner immédiatement. La douleur de l'abandon persistait, la colère envers grand-père et Grégory couvait encore. Mais je n'avais plus la force de la chasser. Elle était ma mère, la pièce manquante de mon sang. Je ne pouvais que rester figé entre deux choix sans réponse. Le vent froid fouettant, portant l'odeur des roses que j'avais placées sur la tombe. Hélène s'est tranquillement détournée, essuyant ses dernières larmes. Sa voix était si douce qu'elle s'est presque dissoute dans l'air. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je n'apparaîtrai plus devant toi. Vis bien, mon fils. Elle a marché lentement le long du chemin de gravier, sa silhouette frêle disparaissant progressivement derrière les vieux arbres. Je suis resté seul devant la tombe de grand-père, regardant silencieusement, réalisant soudainement que les choses que nous pensions enterrées profondément dans le passé savent toujours comment revenir. Juste au moment où nous croyons être assez forts pour oublier, mon cœur s'est emballé. Le suspense a monté. Était-elle vraiment partie? Ou était-ce un début? Je me suis agenouillé près de la tombe, chuchotant, « Grand-père, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi laisser ça comme ça ?» Le cimetière était paisible, mais mon cœur était dans le chaos. Sur le trajet du retour, j'ai conduit lentement, l'esprit chancelant. Cette rencontre a tout changé. Maintenant je devais la trouver. Devais l'affronter. Mais les pressions de la société demeuraient, et ce nouveau secret me laissait plus instable que jamais. Dans les jours suivant la rencontre au cimetière, j'ai vécu comme un somnambule, pris entre la réalité et le passé. Au cours de la dernière année, j'avais versé toute mon énergie dans le groupe Walsh, le transformant des cendres du scandale en une machine fonctionnant sans heurts. Les revenus ont grimpé en flèche grâce à de nouveaux contrats en Asie. Le cours de l'action s'est stabilisé à des niveaux records, et en interne, il n'y avait plus de conflits latents.
Les employés ont commencé à m'appeler le sauveur, mais je savais mieux que quiconque. Ce n'était qu'une façade. Je m'allongeais dans mon lit en fixant le plafond de mon appartement de luxe à Manhattan, me demandant, où est-elle maintenant? Comment vit-elle? Cette question me tourmentait, rendant le travail encore plus lourd. Après des jours de rumination sans fin, j'ai réalisé qu'éviter cela ne permettrait qu'au passé de me hanter de manière plus subtile et persistante. Je ne pouvais pas la laisser disparaître à nouveau. J'avais besoin de l'affronter une fois de plus, même si je n'étais pas prêt. Manquant de courage pour apparaître en personne, je craignais qu'elle ne fuie ou que je ne sois pas capable de contrôler mes émotions. J'ai décidé d'engager un détective privé discret. Je l'ai trouvé grâce à une recommandation de William, un homme d'âge moyen nommé Jacques avec un petit bureau en banlieue de New York. Pas d'enseigne, juste l'odeur de café rassis et de dossiers encombrés. J'ai parlé à voix basse, lui montrant la vieille photo d'Hélène et décrivant la rencontre au cimetière. J'ai besoin que quelqu'un soit suivi. Fournissez-moi des informations sur sa vie actuelle à la condition absolue qu'elle ne s'en aperçoive jamais. Pas de contact, pas de frayeur. Jacques a hoché la tête, ses yeux brillants de professionnalisme. Je comprends. Rapport quotidien, photos et notes. C'est cher, mais discret. J'ai accepté sans marchander, le cœur battant de suspense. C'était une étape risquée. Si elle découvrait, elle disparaîtrait pour toujours. Mais je n'avais pas le choix. Les premiers jours d'attente ont été un enfer. Je vérifiais mes emails constamment, même pendant les réunions, anxieux que Jacques rapporte qu'il ne pouvait pas la trouver. Les pressions de la société restaient implacables. Un contrat majeur a failli s'effondrer en raison des inquiétudes persistantes d'un partenaire concernant le vieux scandale. Mais j'ai tout repoussé, ne pensant qu'à elle. Quelques jours plus tard, le premier rapport est arrivé via email crypté. Je l'ai ouvert dans mon bureau, porte verrouillée, cœur battant. Hélène Walsh vit actuellement dans une maison délabrée en périphérie de Pennsylvanie, à environ 30 miles de Philadelphie. La maison est vieille avec un toit qui fuit et des murs humides, située dans une zone isolée complètement coupée du monde glamour dans lequel elle était entrée et dont elle a ensuite été expulsée. 6 jointes étaient des photos. Une petite maison en bois à la peinture écaillée, fenêtres couvertes de vieux rideaux, entourée de champs envahis par la végétation et de clôtures rouillées. Je me suis effondré sur ma chaise, les mains tremblantes en zoomant. Elle, la femme qui avait été autrefois une belle fille Walsh vivant dans des villas luxueuses, était dans un endroit comme ça. Le suspense a monté. Comment était sa vie? Je l'imaginais seule dans cette maison, entendant le vent hurler à travers les fissures la nuit, sa douleur scellée à l'intérieur. Le rapport continuait, elle loue la maison bon marché, paie en espèces et n'utilise pas son vrai nom. Se fait appeler Ellen White. J'ai dégluti difficilement, ayant l'impression d'envahir un secret, mais incapable de m'arrêter. Dans les jours suivants, les rapports ont afflué régulièrement, chacun resserrant ma poitrine. Je recevais des photos avec de brèves notes documentant l'existence appauvrie et silencieuse d'Hélène. Une photo, elle quittant la maison à l'aube, portant un vieux manteau délavé, silhouette frêle voûtée comme si elle essayait de se rétrécir au regard des autres, marchant le long d'un chemin de terre boueux jusqu'à l'arrêt de bus. Note, elle travaille dans un petit café de la ville voisine. Quart du matin de 6h à midi. Bas salaire, principalement des pourboires. Une autre photo. Elle faisant ses courses dans un magasin discount. Chariot ne contenant que quelques articles soldés et des légumes flétris. Visage baissé pour éviter la caissière. Revenu instable. Saute souvent des repas. Observé mangeant un seul repas principal par jour, principalement du pain et du café noir. J'ai regardé une photo d'elle assise seule à l'intérieur de la maison prise de loin à travers une fenêtre. La pièce stérile, dépourvue de tout signe d'attachement ou de joie. Canapé usé, table en bois pourri, pas de photos, pas de télé, seulement un sentiment de culpabilité et d'auto-isolement. Mon cœur me faisait mal. Avait-elle vécu comme ça pendant des années? Je me rappelais la lettre mentionnée par grand-père. Elle était partie par honte. Maintenant il était clair qu'elle se punissait, vivant comme un fantôme. Le suspense grandissait avec chaque nouveau rapport. Comment va-t-elle aujourd'hui? Est-elle en bonne santé? Dans les notes, le détective a observé qu'Hélène n'interagissait avec presque personne. Elle évite les voisins, hochant seulement la tête si nécessaire. Une fois, quand un voisin a posé des questions sur la famille, elle a montré une panique claire, visage pâle, mains tremblantes,
partant précipitamment avec une excuse. Photo jointe, elle debout devant la porte, dos tourné au voisin, posture voûtée. Elle n'a pas d'amis, pas de téléphone portable visible, vit dans un isolement complet. Rentre tôt chaque soir, verrouille la porte hermétiquement, lumières éteintes à 20h. J'étais assis dans mon bureau en hauteur, regardant la ville animée, sentant le vaste gouffre entre nous. Elle, ma mère, vivait comme une prisonnière de sa propre création alors que j'étais ici avec pouvoir et richesse. Le remords a monté. Que devrais-je faire? La rencontrer en personne? Mais j'avais peur. Peur qu'elle ne court, peur d'affronter la douleur. Les pressions du travail s'immisçaient. Une réunion d'urgence sur une crise de la chaîne d'approvisionnement. Mais j'étais distrait en pensant à elle. Adrien, concentre-toi, me disais-je. Pourtant le suspense demeurait. Et si elle était malade? Et si elle avait besoin d'aide? Un après-midi pendant une réunion du conseil, mon téléphone a vibré dans ma poche. Le numéro de Jacques. Je me suis excusé et suis sorti, le cœur battant à tout rompre. Il a parlé d'urgence. Adrien, Hélène s'est effondrée sur le chemin du retour après le travail et a été emmenée directement à l'hôpital le plus proche. Je suis sur les lieux. Les voisins ont appelé l'ambulance. Elle est stable mais a besoin de surveillance. Le monde a tourné autour de moi, s'est effondré. Je l'imaginais tombant sur le chemin de terre, corps frêle sous une pluie légère. Dans quel hôpital est-elle maintenant, ai-je demandé, la voix tremblante. Jacques a donné l'adresse. Un petit hôpital en Pennsylvanie. J'ai immédiatement quitté la réunion, dit à mon assistant de tout annuler, et j'ai conduit là-bas dans un état de confusion et d'inquiétude que je ne pouvais même pas rationaliser. Pourquoi étais-je si inquiet? Elle m'avait abandonné, mais je savais que je ne pouvais plus rester sur la touche à ce moment-là. La voiture filait le long de l'autoroute, le vent sifflant à travers la fenêtre, mon esprit en chaos. Et si elle mourait? Et si c'était la dernière chance? Le suspense était plus haut que jamais. Main serrant le volant fermement, dépassant les limites de vitesse, ignorant les caméras. La Pennsylvanie est apparue avec de vastes champs et le petit hôpital dans la ville isolée, ses néons clignotant dans l'après-midi déclinant. Je suis entré dans l'hôpital, l'odeur familière d'antiseptique m'a frappé immédiatement, le long couloir silencieux avec quelques patients âgés attendant en silence. Je me suis arrêté à l'accueil et j'ai demandé à une infirmière des nouvelles de la femme qui venait d'être admise aux urgences. L'infirmière m'a jeté un coup d'œil, puis m'a fait signe de suivre. Elle m'a conduit le long du couloir jusqu'à une chambre. Elle a chuchoté, Hélène White s'est évanouie d'épuisement. Votre famille, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête vaguement, le cœur battant. Le médecin traitant, un homme d'âge moyen au visage visiblement fatigué, est sorti et a expliqué brièvement. Elle a un affaiblissement sévère dû au surmenage et à une malnutrition prolongée. Elle a besoin de surveillance et de repos complet. Travailler trop dur et mal manger pendant longtemps ont presque épuisé son corps. J'ai hoché la tête, mais mon esprit chancelait. Surmenage et malnutrition. S'était-elle tourmentée à ce point? Je suis resté figé devant la porte de la chambre, regardant à travers la vitre. Elle était allongée sur le lit blanc, les yeux fermés, le visage émacié et fragile d'une manière qui m'a fait réaliser que le passé n'avait pas seulement laissé des cicatrices mentales, mais l'érodait physiquement aussi. Sa peau était pâle, ses bras fins attachés à une perfusion, le moniteur cardiaque bipant régulièrement. Je voulais entrer, la serrer dans mes bras, demander pourquoi, mais mes pieds ne bougeaient pas. Le suspense a monté. Se réveillera-t-elle? Me reconnaîtra-t-elle? Je me suis assis dans le couloir, la tête baissée, les larmes coulant. La rencontre au cimetière n'avait été que le début. Maintenant je devais décider, rester dehors ou entrer dans sa vie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai veillé à l'hôpital comme si c'était une habitude incassable. J'ai annulé toutes les réunions au groupe Walsh, disant à mon assistant que j'avais besoin de temps pour des affaires personnelles et j'ai passé la plupart de mes heures assis au chevet d'Hélène. Ce petit hôpital en Pennsylvanie est devenu mon monde temporaire. L'odeur familière d'antiseptique, le bip régulier des machines et les lumières fluorescentes froides illuminant les couloirs. J'étais assis là plus que je ne parlais, comme si moi-même je ne comprenais pas entièrement pourquoi j'étais là ou ne pouvais pas encore trouver une excuse raisonnable pour partir. Chaque matin, je conduisais d'un hôtel voisin à l'hôpital, achetais un café noir et m'asseyais devant la chambre en attendant que l'infirmière m'autorise à entrer. Les pressions du travail s'accumulaient toujours via mon téléphone.
des emails du conseil demandant des décisions sur de nouveaux investissements. Des appels de partenaires inquiets du rapport trimestriel. Mais je les repoussais tous. Je m'en occuperai plus tard, envoyai-je par texto sèchement, bien que mon esprit soit en ébullition. Le suspense s'infiltrait toujours. Et si elle se réveille et me chasse? Et si elle disparaît à nouveau? Je me rappelais avoir dirigé la société, les décisions froides qui ont sauvé l'Empire. Pourtant maintenant face à cette femme, ma mère, je me sentais petit et impuissant, comme le petit garçon qui demandait autrefois à Grégory des nouvelles d'elle. Au début, Hélène gardait ses distances, évitant délibérément mon regard. Elle restait allongée là les yeux mi-clos, mais chaque fois que j'entrais, elle détournait le visage, répondant brièvement et prudemment. « Merci d'être venu », a-t-elle chuchoté quand j'ai apporté de l'eau, mais sa voix tremblait comme si elle avait peur que toute conversation puisse franchir les limites qu'elle s'était fixées. Je comprenais. Elle avait vécu dans l'isolement pendant si longtemps, avec la culpabilité et la honte comme compagnons constants. Les années d'errance, les petits boulots dans les cafés, la vie dans cette maison délabrée, tout avait construit un mur invisible. Je m'asseyais à quelques pas du lit, la regardant du coin de l'œil, le cœur battant de suspense. Que pense-t-elle de moi? Un étranger du passé, me demandais-je, n'osant pas pousser. Au lieu de cela, je faisais de petites choses, verser de l'eau, ajuster son oreiller ou acheter des fruits frais au marché voisin. J'étais tranquillement présent, laissant le temps créer un espace sûr entre nous. Pas de grands mots, pas de questionnement, juste une présence silencieuse comme une promesse tacite que je ne disparaîtrais pas progressivement. Ces silences ont commencé à se remplir d'histoires éparses et triviales. Au début, c'était sur des choses quotidiennes. À quel point le temps était froid en Pennsylvanie ou à quel point la nourriture de la cafétéria de l'hôpital était fade. Nous ne touchions pas directement au passé. Pas de mention de Léonard, Grégory ou de la nuit où elle est partie, mais nous ne l'évitions plus complètement non plus. Une fois, elle a demandé des nouvelles de New York, tu vis dans la grande ville. Tu dois être très occupé. Je lui ai parlé des rues animées, évitant de mentionner la société. Elle écoutait, les yeux lointains, hochant la tête occasionnellement. Dans ces conversations, j'ai réalisé que je ressentais toujours un vide innommable. Pas de ressentiment. J'avais dépassé la colère, mais l'absence d'années qui n'ont jamais existé. Alors que la santé d'Hélène s'améliorait régulièrement, le médecin a dit qu'elle pourrait sortir après quelques jours d'observation supplémentaires. Elle a commencé à parler davantage. Elle s'asseyait dans le lit, ses cheveux gris soigneusement peignés, les yeux ne fuyant plus. Elle posait des questions sur ma vie actuelle, une question à la fois, lentement et prudemment. Comment va ton travail? Est-ce fatigant? Sa voix était si douce que c'était presque un murmure portant une inquiétude mêlée de culpabilité comme si elle avait peur de ne pas avoir le droit de demander. Je lui ai parlé du groupe Walsh. Pas en détail, juste que je gérais l'entreprise familiale et faisais face à des pressions quotidiennes. Parfois, je veux juste tout quitter, ai-je dit, l'admettant à haute voix à quelqu'un d'autre pour la première fois. Elle a écouté, les yeux brillants. Tu ressembles vraiment à Léonard, toujours à tout porter sur tes épaules. Ces mots m'ont fait marquer une pause. C'était la première fois qu'elle m'appelait, tu, d'une manière maternelle. Bien qu'elle se soit rapidement corrigée, j'ai commencé à comprendre qu'Hélène n'était pas quelqu'un qui m'avait abandonné volontairement. Elle aussi n'était qu'une victime d'une chaîne d'erreurs et de pouvoirs qui avait écrasé une vie entière. Elle a vaguement raconté les années après son départ. Travailler dans des dîners, déménager de ville en ville, vivant toujours dans la peur d'être retrouvée. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans, a-t-elle chuchoté une fois, les yeux détournés. Ces mots coupés comme un couteau, pourtant me faisaient la plaindre davantage. Le suspense persistait encore. M'acceptera-t-elle ou fuira-t-elle à nouveau quand elle ira mieux? Le jour où Hélène est sortie, le temps en Pennsylvanie était inhabituellement ensoleillé. Le médecin a signé les papiers conseillant repos et nutrition appropriés. Je me tenais près du lit en la regardant rassembler ses quelques affaires, quelques vieilles tenues, un sac en tissu. L'offre est sortie plus naturellement que je ne le pensais. Voudrais-tu venir vivre avec moi à New York pour que je puisse prendre soin de toi? Elle s'est figée, la main s'arrêtant en plein mouvement, les yeux écarquillés de choc. Hélène a hésité, déchirée entre la peur d'être un fardeau pour ma vie, je ne veux pas être un poids pour toi, et l'incapacité de cacher son désir d'être près de son fils. Elle se tenait entre les choix, le visage pâle, les mains serrant le sac fermement. J'ai attendu, le cœur battant de suspense.
Refusera-t-elle? Disparaîtra-t-elle? Finalement, j'ai affirmé. Pas par devoir ou expiation. Je veux que nous ayons tous les deux une chance. Nous avons déjà perdu trop de temps. Hélène a accepté dans un silence mêlé d'émotions. Les larmes coulant, hochant la tête sans mots. Je l'ai serrée doucement dans mes bras pour la première fois, la sensation étrange mais chaleureuse. Nous avons quitté l'hôpital, elle s'appuyant sur mon bras alors que nous marchions vers la voiture. Sur le trajet vers New York, elle regardait par la fenêtre, chuchotant « Merci ». Le suspense montait. Était-ce un début fragile ou une erreur? Les premiers jours de cohabitation ont été gênants, comme deux étrangers essayant de s'ajuster. Mon appartement à Manhattan était spacieux et moderne avec une vue sur la ville scintillante, complètement à l'opposé de sa maison délabrée en Pennsylvanie. J'ai aménagé une chambre séparée pour elle, simple avec un nouveau lit et l'essentiel. Hélène se confinait dans un petit coin. Elle gardait sa chambre bien rangée, cuisinait des repas simples à partir des courses que j'achetais, mais demandait toujours la permission d'abord. « Ça te dérange si j'utilise la cuisine ?» demandait-elle, la voix prudente. Je n'étais pas encore habitué à avoir quelqu'un qui m'attendait tranquillement chaque soir. Pendant des années, j'avais vécu seul. Rentrant tard après de longues réunions, prenant des plats à emporter et m'endormant en silence. Maintenant, chaque fois que j'ouvrais la porte pour trouver les lumières allumées et la faible odeur de nourriture dans l'air, je marquais une pause, le cœur s'accélérant devant la sensation inconnue. Un vague suspense s'est insinué. Pourrais-je m'habituer à ça? Combien de temps resterait-elle? Nous dînions ensemble, face à face, mais en maintenant une distance invisible. Les conversations étaient brèves, tournant autour de la météo ou des nouvelles quotidiennes, comme un accord silencieux pour éviter le passé que nous n'étions pas prêts à affronter. Progressivement, de petits actes de soins ont émergé, comme des graines germant dans un sol stérile. Hélène a commencé à laisser des repas simples prêts quand je rentrais tard, une salade fraîche ou une soupe chaude. Je t'ai vu l'air fatigué. Mange quelque chose pour te sentir mieux, disait-elle doucement. À mon tour, je prêtais tranquillement plus d'attention à sa santé, achetant des vitamines comme le médecin l'avait recommandé, lui rappelant de se reposer, engageant même une femme de ménage pour qu'elle n'ait pas à faire de gros travaux. Aucun de nous ne le disait à voix haute, mais nous sentions tous les deux le changement comme un courant sous-marin, chaud et s'infiltrant dans la vie quotidienne. Dans ce rythme lent et prudent, mère et fils commençaient à apprendre à se reconnecter, guérir et reconstruire une relation fragile mais authentique. Je lui parlais du travail, des réunions tendues, des pressions du conseil. Elle partageait ses années en Pennsylvanie, les petits matins au café, mais contournait les raisons de son départ. Le suspense demeurait. Des moments où la conversation s'approchait du passé. Je me tendais, attendant qu'elle se retire. Mais progressivement, nous les avons dépassés. Dans un moment très ordinaire, tout a changé. Un soir tard, je suis rentré épuisé après une réunion prolongée, j'ai enlevé ma veste et j'ai appelé « Maman, pourrais-tu me donner un verre d'eau ?» Le mot « maman » a glissé naturellement, comme une respiration. Hélène était dans la cuisine. Elle s'est retournée, stupéfaite, les yeux écarquillés. Elle est restée figée quelques secondes. Puis les larmes sont tombées de manière incontrôlable sur ses joues. Elle s'est précipitée, me serrant fort, son corps frêle tremblant. « Tu m'as appelé maman, n'est-ce pas ?» a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je l'ai serrée en retour, les larmes tombant aussi, la chaleur se propageant en moi. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose proche d'une vraie famille. Pas parfait, pas bruyant, mais assez chaud pour me faire croire que certaines choses pouvaient encore être reconstruites après toute la perte. Nous sommes restés là longtemps, enlacés dans la cuisine, l'horloge tic-tacant, résonnant. Le suspense s'est estompé, remplacé par un espoir fragile. Mais je savais que cette relation était encore vulnérable. Un mot faux, un vieux souvenir pourrait tout briser. J'ai chuchoté, « Reste avec moi, maman. » Elle a hoché la tête, pleurant et souriant à la fois. Dans les semaines suivant ce moment, nos vies se sont progressivement installées dans un rythme, bien que des silences malaisés persistent encore. Hélène, ma mère, a commencé à s'adapter à la vie à New York, même si au début elle se rétrécissait comme une invitée indésirable. Elle rangeait l'appartement avec des mouvements doux, cuisinant des plats simples de ses souvenirs d'enfance. Soupe de légumes chaude, pain grillé croustillant avec du beurre, des choses qui me rappelaient les rares dîners à la Villa Walsh quand j'étais jeune. Je rentrais plus tôt, sautant les réunions tardives pour passer du temps assis avec elle à table à parler de choses triviales.
Le temps erratique, un vieux film à la télé, ou comment cette ville était bien trop bruyante comparée à la paisible Pennsylvanie. Elle souriait plus souvent, un sourire doux qui me faisait voir mon propre visage dans le miroir, les yeux tristes, les lignes au coin de la bouche. Mais les pressions du groupe Walsh ne lâchaient jamais prise. L'action fluctuait en raison d'un procès mineur d'un des anciens partenaires de Gregory me forçant à voler à Londres pour des négociations. « Sois prudent, mon fils », a-t-elle dit en me raccompagnant à la porte, les mains serrant fort comme si elle avait peur de me perdre. Je l'ai serré dans mes bras, la chaleur s'infiltrant, mais le suspense couvait toujours en dessous. Tout va bien? Ou n'est-ce qu'une illusion temporaire? Le bonheur fragile avait à peine pris forme quand j'ai commencé à sentir un malaise croissant. Cela a commencé par de petits détails presque inoffensifs. Une voiture étrange garée dans la rue plus longtemps que d'habitude. Des pas résonnant dans le couloir à minuit ou le sentiment d'être tranquillement observé. Moi dans l'appartement chaque fois que la nuit tombait. Au début, j'ai rejeté cela comme de la paranoïa due au stress du travail. Je m'étais habitué aux emails de menaces anonymes ou aux journalistes prenant des photos en douce, mais progressivement cela est devenu plus prononcé. Un soir en rentrant tard après une réunion tendue, j'ai remarqué que la lumière de la cuisine clignotait anormalement comme si quelqu'un l'avait fouillée. « Maman, tout va bien ?» ai-je demandé à Hélène, le cœur battant. Elle a secoué la tête, mais ses yeux ont flashé de panique. J'ai probablement juste oublié d'éteindre la lumière. J'ai vérifié les caméras de sécurité, rien d'inhabituel, mais le malaise s'accrochait obstinément. Un soir tard sur le chemin du retour du bureau, mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, le numéro d'Hélène. Je pensais que c'était son habitude familière. Elle appelait souvent pour demander si j'avais dîné pour pouvoir réchauffer quelque chose. Un petit geste qui me réchauffait après de longues journées épuisantes. « Maman, je serai un peu en retard », ai-je répété dans ma tête, prêt à répondre avec un sourire. Mais quand j'ai décroché, au lieu de sa voix douce habituelle, j'ai entendu la panique dans sa respiration saccadée. « Adrien, quelqu'un essaie d'entrer par effraction », a-t-elle chuchoté, la voix brisée, accompagnée de coups sur la porte. Je me cache dans la chambre. Puis l'appel s'est brusquement coupé, ne laissant que le bip froid. Je me suis figé un instant, les mains serrant le volant jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches, le monde autour de moi flou, les lampadaires bavants, les klaxons lointains. J'ai immédiatement appelé la police, la voix tremblante. Il y a une effraction à mon adresse. Allez-y maintenant. Puis j'ai écrasé l'accélérateur. La voiture fonçant à travers les rues nocturnes de New York, brûlant les feux rouges, les pneus crissant sur le pavé mouillé. Mon esprit est devenu vide, rempli d'une seule pensée. Rentrer à la maison aussi vite que possible. L'image d'Hélène, ma mère, se cachant dans un coin sombre, le corps tremblant, me tordait le cœur. Rien ne peut lui arriver, ai-je murmuré, les larmes roulant sans que je m'en aperçoive. La voiture a filé sur le pont de Brooklyn, le vent hurlant par la fenêtre ouverte, le suspense montant comme jamais auparavant. Si je suis en retard, cette personne pourrait faire du mal à ma mère. Dès que je suis arrivé, j'ai freiné en crissant devant le bâtiment, bondissant dehors sans éteindre le moteur. La porte de l'appartement était grande ouverte, le vent froid s'engouffrant, les lumières intérieures clignotant anormalement comme si le câblage avait été trafiqué. Ignorant le danger, je me suis précipité à l'intérieur, courant et l'appelant dans une terreur totale. La maison était noire, les meubles en désordre, le canapé poussé de côté, les livres éparpillés. J'ai couru à la cuisine, puis au salon, appelant plus fort. D'un coin caché derrière l'étagère du bureau, Hélène a jailli et s'est accrochée à moi, le corps tremblant, les mains glacées. Elle sanglotait de manière incontrôlable, le visage cendré. Mon fils, il avait une arme. Fais attention. Je l'ai serré fort, sentant son rythme cardiaque frénétique. L'odeur de la peur mélangée à la sueur. Je suis là maintenant. C'est bon, ai-je chuchoté. Mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Nous étions là, enlacés, le vent froid soufflant par la porte ouverte. Je l'ai rapidement tenue près de moi, la tirant vers la sortie. Pas précipité, mais alors un cri froid par derrière nous a figés tous les deux. Ne bougez pas ou je vous tire dessus tous les deux, mère et fils. La voix était inconnue. Rauque à travers un masque. Je me suis retourné lentement, les cœurs s'arrêtant, et j'ai vu une silhouette masquée braquer une arme sur nous. Une grande silhouette sombre, le canon noir brillant sous la faible lumière. Il était à la porte arrière,
s'étant probablement faufilé par là. Instinctivement, je l'ai protégé, la tirant contre ma poitrine, dos tourné à lui. Ne tirez pas. Prenez ce que vous voulez. Ne nous faites juste pas de mal, ai-je dit, la voix tremblante mais essayant de rester calme. Le suspense a atteint son comble. Le temps a ralenti. Je pouvais entendre ma respiration, la sienne et le bruit de son doigt se resserrant sur la gâchette. L'intrus a laissé échapper un rire guttural, la voix déformée. Pas de l'argent. C'est une salutation du vieil homme. Et il a tiré. Le coup de feu a déchiré l'air, résonnant comme le tonnerre, accompagné d'un cri s'échappant de ma gorge. Douleur. Une agonie brûlante s'est propagée de mon épaule, mais alors j'ai réalisé que ce n'était pas moi. Hélène s'était jetée en avant pour me protéger, son corps tressaillant, du sang giclant de sa poitrine. Elle s'est effondrée dans mes bras. Je l'ai tenue fermement, hurlant de désespoir. À ce moment-là, les sirènes de police ont hurlé au loin, des lumières bleues et rouges clignotant dans la rue sombre. L'assassin a juré, paniqué, a reculé, puis s'est retourné et a fui par la porte arrière, disparaissant rapidement dans la nuit. Je me suis agenouillé sur le sol, berçant Hélène, le sang trempant mes vêtements, encore chauds. Tremblant, j'ai pressé ma main sur la plaie, la voix brisée par des respirations étouffées. « Pourquoi as-tu pris la balle pour moi ?» Hélène m'a regardé, les yeux s'éteignant, mais s'accrochant à moi avec ses dernières forces. Ses lèvres ont bougé faiblement. « Je suis désolé. Vis bien, mon fils. » La police et les ambulances sont arrivés quelques instants plus tard, lumière clignotante, voix criant, tout chaotique. Ils m'ont tiré, l'ont placé sur un brancard, mais à cet instant, je savais déjà que tous les efforts n'étaient que des formalités tardives. Hélène était partie, choisissant de se sacrifier pour me protéger comme un acte final d'expiation pour une vie de silence et de tourment. Quelques heures plus tard à peine au poste de police, j'étais assis vide, les vêtements tachés de sang séché, les mains tremblant autour d'un gobelet d'eau. La police a rapporté que l'homme masqué avait été capturé en périphérie, et sous interrogatoire, il a avoué que Grégory l'avait engagé. De prison, il avait contacté un vieil avocat, payant une grosse somme pour s'occuper d'Adrien. J'ai entendu la nouvelle sans force pour la haine ou la rage, juste le vide, comme un gouffre profond. Grégory, le père adoptif qui m'avait méprisé, était maintenant un meurtrier. Pourtant, pourquoi pas de colère? Peut-être que la douleur de perdre ma mère submergeait tout. La police a demandé, voulez-vous lui dire quelque chose? J'ai secoué la tête. Pas besoin. Il ferait face à des accusations supplémentaires, probablement la perpétuité. Mais pour moi, c'était simplement la fin d'un cycle de haine. J'ai organisé les funérailles d'Hélène simplement et tranquillement sans ostentation, correspondant à sa vie silencieuse pleine de pertes. J'ai choisi un petit cimetière en périphérie de New York, paisible avec des arbres verts, pas de médias, pas de proches Walsh, juste quelques amis proches de la société et William. Cercueil simple, fleurs blanches et une brève prière. Je suis resté silencieux à lire l'adieu. Tu m'as donné une seconde chance, maman, et je vivrai dignement. Une pluie légère tombait comme si le ciel pleurait pour les mots qui ne pouvaient pas être dits. Tout le monde est parti rapidement, me laissant seul devant la terre fraîche et humide de la tombe. Debout sur la tombe de ma mère, j'avais mal, mais je refusais de m'effondrer. La douleur coupait mon cœur à chaque battement. Pourtant, au milieu de la perte, j'ai juré silencieusement de vivre plus gentiment et plus clairement, voyant son décès comme un rappel final d'amour, de responsabilité et des limites nécessaires pour empêcher la tragédie de se répéter. Elle s'était sacrifiée pour moi, un acte ultime d'amour maternel. Et ce moment m'a fait comprendre à quel point la vie est éphémère. Le message que j'ai tiré de tout ça. J'ai réalisé que la famille ne se construit pas sur des liens de sang ou des titres, mais sur l'honnêteté, la responsabilité et la façon dont les gens se protègent les uns les autres des blessures qu'ils s'infligent eux-mêmes. Le groupe Walsh, l'empire de grand-père, avait autrefois symbolisé la richesse, mais était vraiment criblé de mensonges. Grégory, Léonard et même Hélène avaient tous été emportés dans ce vortex, et j'ai failli l'être aussi. Mais à travers la perte, j'ai appris la leçon. Cacher les erreurs au nom des apparences ne fait que prolonger la tragédie à travers les générations. Et le silence face au mal est parfois une forme de complicité. Grand-père est resté silencieux sur la liaison. Grégory sur la corruption. Hélène dans sa honte. Tout menant à la ruine. Le conseil que je me donne est de choisir de vivre différemment. Pas d'évitement de la vérité.
Pas de silence continu pour s'accrocher à des relations soutenues uniquement par la douleur. J'ai appris à être assez courageux pour fixer des limites, pour dire non au tort, et pour accepter que tous ceux qui portent le nom de famille n'ont pas le droit de me blesser. Ce n'est qu'en affrontant la vérité et en mettant fin au cycle douloureux transmis de génération en génération que les gens peuvent vraiment guérir, et qu'une nouvelle famille peut exister par l'amour plutôt que par la culpabilité. Je suis rentré chez moi après les funérailles. L'appartement était plus vide que jamais. Je me suis assis dans la cuisine où nous nous étions autrefois enlacés en pleurant seuls. Mais le lendemain matin, je me suis levé et suis retourné au groupe Walsh avec une nouvelle résolution. Transparence totale, coupant toutes les vieilles ombres. Grégory a reçu une peine à perpétuité, mais je ne lui rendrai plus jamais visite. La haine ne fait que prolonger la tragédie. J'ai commencé à trouver des moyens d'aider des victimes comme ma mère. Donnant à des fonds soutenant des femmes en difficulté, vivant plus simplement. Chaque soir, je regarde sa photo, chuchotant merci. Le suspense sur l'avenir demeure. La société pourrait faire face à de nouvelles crises. Mais je suis prêt. Ma vie, après tout, est une question de guérison, pas de vengeance.